se réveille soudain pour venir accompagner le bruit des enfants, des voisins qui crient leur impunité, qui crient le... On est aujourd'hui là au Théâtre Cercle Molière, Winnipeg. C'est toi qui as voulu qu'on soit ici, tu as décidé de cet endroit. Pourquoi il est si important cet endroit pour toi? Bien, j'ai beaucoup travaillé dans ce théâtre. Dans mes tout débuts, en fait, j'avais fait, même avant que je me lance dans ma carrière solo, j'avais fait une pièce de théâtre ici. Et puis, je pense que depuis ce temps-là, c'est devenu tranquillement un espèce d'incubateur d'idées pour moi. Je trouve que la direction artistique ici est super ouverte. Et puis, tout récemment, j'ai eu la chance de présenter mon spectacle Les Derniers Reflets dans ce théâtre. Et puis, sincèrement, je pense que toute l'innovation qui entourait ce spectacle-là n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas eu cet espace comme de bricolage puis de création. Je trouve que d'avoir ça dans une communauté, d'avoir un espèce de centre créatif où ça n'a pas besoin de rentrer dans les marges strictes de la culture, mettons, d'avoir cet espace de liberté, c'est super essentiel, puis vraiment important pour moi. Tu as commencé ici, tu faisais de la chanson directement, tu jouais d'un instrument de musique ou tu étais actrice, tu as fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a commencé où, on va dire, ici? Bien, ma première expérience dans le théâtre, dans ce bâtiment, parce que le théâtre avant existait dans un autre, sur un autre espace. Ma première expérience était en tant qu'actrice. J'avais jamais fait ça. Par contre, c'était une pièce de théâtre qui incorporait la musique. Donc, j'ai eu cette expérience de vivre une production très typique, dans le sens que tous les rôles sont délimités. Et puis, j'ai eu cette expérience professionnelle de vivre ça, malgré le fait que je travaillais beaucoup en musique. C'est clair, je ne travaillais pas en théâtre. Alors, ça, je pense, j'avais déjà un intérêt dans la multidisciplinarité, puis dans le monde où on peut mélanger ces différentes disciplines. Tu as eu une formation musicale au départ? Tu as fait des cours de musique? Tu étais dans une discipline de la musique ou c'est arrivé d'un coup à toi? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai quand même... quand j'étais jeune, j'ai fait le conservatoire, toutes les étapes formelles. Ici, à Winnipeg? Oui, ici à Winnipeg. Et ensuite, je suis partie aux études. J'ai un bac en jazz. Donc, j'ai fait mes études universitaires dans ce domaine-là. Et puis là, depuis, je suis rentrée dans mon monde d'autodidacte avec la musique électronique. Comment tu as appris, justement? Est-ce que déjà tu maîtrisais certains instruments? Comment les machines ensuite sont venues à toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, heureusement pour l'Internet. Je ne suis pas certaine que je me serais trouvé ce parcours-là. J'avais vu une artiste appelée Cyril Aimé, une artiste française, je crois, qui maintenant œuvre aux États-Unis. Je l'avais vue utiliser une pédale loop pour enregistrer sa voix. Puis la raison que ça m'avait frappée, c'est que j'avais étudié la voix et dans mes études, c'était quand même assez classique, strict, dans le sens que... C'était scolaire. C'était scolaire, mais c'était pas juste ça, c'était que j'étais entourée de personnes qui étaient tellement douées dans leurs instruments que ça m'était jamais passé par l'esprit de jouer du piano quand j'avais comme, tu sais, plein de pianistes excellents qui m'entouraient. Puis c'est à travers les années que je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement ça qui fait un artiste. Et c'est pas nécessairement... C'est deux métiers différents, en fait. D'être extrêmement bon à jouer la guitare, c'est pas la même chose que d'écrire des chansons. Et puis ces deux métiers-là sont nobles et méritent d'être célébrés. Donc,
je m'étais comme mis des barrières parce que je me disais, ben ça sert à quoi que moi je touche un piano quand j'ai Quand tu voyais... J'ai plein de personnes qui peuvent... Qui étaient super forts, quoi. Super forts. Alors... Et comment tu as eu ce déclic, alors? Comment tu as dit, allez, on arrête, on abat ces barrières et on fait ce qu'on aime? Ben justement, c'était en voyant cet artiste qui utilisait une pédale loop avec sa voix. Là, je me suis dit, j'ai la permission d'utiliser ma voix parce que ça je sais. Ça, j'ai tous les qualifications pour le faire, puis ça, c'est mon rôle. Alors, ça, c'est en fait ce qui m'a permis de lâcher prise un peu et puis d'ensuite revenir vers certains autres instruments que j'avais lâchés. Et puis... On est à peu près juste en quelle année, à ce moment-là, où tu découvres ce pedal loop et tu... 2011. Ah oui, OK. Ouais, 2011. Dans les précurseurs, j'ai envie de dire. C'est ça, oui. Dans les premières, OK. Oui, c'était bien avant que je m'installe en tant qu'artiste solo. Okay. Puis à ce temps-là, je travaillais en tant que musicienne, par contre, dans des mariages, dans les bars, à faire ma vie, à gauche, à droite, en tant que pigiste. Alors, ça aussi, c'est un métier... super important qui aussi m'a vraiment formée. Je me sens comme si je peux me débrouiller dans des situations, dans n'importe quelle situation, parce que, tu sais, quand tu as l'habitude quand tu as appris à chanter dans un contexte où, tu sais, tu as la famille à côté qui est en train de se disputer, puis tu as... des gens qui mangent. Tu as les gens qui mangent, tu as la personne qui vient de demander l'autre en mariage. Tu sais, comme, tu apprends à t'en sortir. Et toi, tu te mets où là-dedans, quoi? Bien, ta job, en fait, c'est d'encaisser tout ce qui se passe dans la salle pour garder une situation stable, à mon avis. On revient un tout petit peu. Donc, 2011, tu me dis que tu découvres ce pedal loop. C'est 2019 pour l'album Nos Repères. Il y a eu 8 ans à peu près. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es professionnalisé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben en 2015, j'ai sorti mon premier EP. Donc ça, c'était ma première sortie sous ce chapeau d'artiste. Puis j'ai beaucoup tourné, en fait. J'ai passé énormément d'années où j'étais plus ou moins 50-50 sur la route et à la maison. Ce qui fait que ça a été autant... une partie de ma carrière, la route et les spectacles, que l'enregistrement et la production et tout ça. Donc, ça explique un peu j'aime tellement voyager, j'aime tellement être à la rencontre des gens. Alors, ça explique un peu le temps qui s'est écoulé parce que plutôt que d'écrire des chansons à la maison, de les endisquer et ensuite de partir sur la route, j'ai en fait un peu fait l'inverse, où je suis partie sur la route, d'ailleurs en France, pour commencer. J'espère qu'on t'a bien accueilli là-bas. Oui, c'est là où j'ai fait mes premiers spectacles. Tant mieux. Là, quand j'avais rien du tout, j'avais presque pas de chansons, puis c'est là, en fait, où j'ai écrit, j'ai découvert comme une direction différente. Tu as été beaucoup sur la route, mais j'imagine que tu as eu de l'aide aussi ici à Winnipeg. T'es tombé sur qui? On a parlé évidemment du théâtre Cercle Molière qui est une espèce de liberté. Est-ce qu'il y a eu d'autres endroits comme ça? Est-ce qu'il y a eu des personnes? Est-ce qu'il y a eu déjà des maisons de disques ici? Je ne sais pas, qui fait que tu as eu des premiers contacts avec des gens de ce métier-là ici? Bien, mon équipe, c'est un peu drôle. Elle est vraiment dispersée à travers plusieurs pays, en fait. Puis, puisque j'ai passé beaucoup de temps sur la route, c'était à force de rencontrer des personnes que cette équipe-là s'est créée. Je dirais que mon nid dans l'Ouest canadien, en fait, il est un peu pan-provincial. Mon collègue Mario Lepage du groupe Pontex en Saskatchewan, qui aussi fait de la musique électro-exploratrice dans l'Ouest, en français. On s'est croisés à travers plusieurs différents festivals, dont le Festival du Voyageur ici, qui d'ailleurs a été un appui, bien sûr, quand je développais ma carrière. On s'est rencontrés là.
Et ensuite, notre relation s'est un peu formée. On est partis sur la route ensemble. On a fait énormément de tournées ensemble. Et finalement, c'est Mario qui a co-réalisé mon album avec moi. Puis on travaille vraiment beaucoup, beaucoup ensemble. Puis je dirais que ça, cette espèce de communauté d'artistes dans l'Ouest, ça, c'est vraiment... Ça, c'est ce que c'est mon bercail. Tu sens qu'il y a une solidarité différente à l'Ouest? Pourquoi? Oui, certainement. Parce qu'on vit des enjeux semblables. On vit dans les grands espaces. On vit, évidemment, en minorité. On vit aussi, beaucoup d'entre nous, anyway, on vit beaucoup l'insécurité linguistique et l'hiérarchie aussi de la langue. Donc, le fait que seulement récemment, les grands marchés musicaux au pays ont commencé à reconnaître l'Acadie, laisse tomber le reste du pays. Ça a mis du temps, ça? Oui, ça prend du temps. Et puis, c'est normal, dans un sens, que je comprends, ou je vois ça pas nécessairement comme étant une lacune d'un individu dans l'industrie, mais plutôt la lacune du système au complet. Puis, le fait qu'on ait à s'expliquer souvent, même s'expliquer, c'est pas grave, mais de se défendre, se justifier, se justifier, ça pèse et puis ça devient quelque chose que tu as besoin de gérer en tant qu'artiste, en plus d'être musicienne, en plus d'être... Il y a déjà assez de travail sur la musique. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, on vit ça ensemble et on veut changer ça ensemble aussi. Par exemple, un album, si on sort un album ici, dans l'Ouest canadien, un album francophone, c'est sûr que ça va être difficile de chercher son auditoire, un auditoire assez grand ici, sans vraiment mettre un montant de travail énorme pour convaincre la communauté anglophone de l'écouter. Ce qui est un peu ce que beaucoup de mes collègues et moi-même, on a choisi de faire. On travaille dans un monde bilingue. Et puis, en fait, on travaille en anglais aussi, puis c'est une belle chose. Moi, je trouve que je trouve ça tellement, tellement nice de pouvoir travailler dans 2 langues. Je trouve ça comme vraiment une richesse. C'est pas un compromis, c'est une richesse. Mais c'est difficile de demander à quelqu'un d'écouter de la musique dans une langue qu'ils ne comprennent pas. C'est important, cette défense du français, parce que tu as le choix. Tu pourrais faire que de l'anglais, tu pourrais faire une autre langue encore, je ne sais pas. Pourquoi tu as voulu continuer à écrire, chanter en français? Parce que c'est ma langue maternelle et aussi parce que c'est ma culture à moi. Par contre, c'est pas... Je trouve que n'importe quelle langue mérite d'être défendue, que ça soit l'ininu, que ça soit l'espagnol, que ça soit... Peu importe. Chaque langue mérite d'être défendue et puis celle-ci, c'est la mienne. Alors, ça revient vraiment à ça. Tu t'es posé vraiment la question en te lançant, en commençant à écrire et à chanter, quelle langue je veux montrer, je veux faire écouter aux gens? Parce que la facilité aurait été l'anglais. Oui. T'as eu ce questionnement à un moment? L'industrie nous l'impose, en fait. Même si, en tant qu'artiste, on souhaite ne pas penser comme ça nécessairement, l'industrie nous l'impose. Et puis, le nombre de fois au début de ma carrière que je me suis fait dire « il faut que tu choisisses » par des membres de l'industrie. J'ai passé le doigt sur mes mains. On répond... Ben souvent, on répond « OK, merci pour le conseil. » C'est pas ce que je vais faire, mais... Non, mais comme toi, tu as un peu plus d'expérience maintenant, donc tu es un peu plus à l'aise avec ça. Et que dire justement aux jeunes artistes, peut-être, tu vois, 17, 18, 19 ans, qui sont passés par ce que tu as eu, qui hésitent, et qui sont tombés sur d'autres gens de l'industrie qui disent « non, mais il faut chanter en anglais ». Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que ces gens de l'industrie sont mal informés. Puis qu'en fait, il y a plusieurs artistes dans l'Ouest qui réussissent à gérer et à jongler. Par contre, je rajouterais que c'est plus difficile. Ça l'est. Puis de dire que ça l'est pas, je pense que ça cache la réalité parce que on est obligé d'apprendre à nos contacts. On a 2 listes de contacts complètement différentes. On a presque le double du travail
en termes de gérer la promotion, j'ai carrément 2 équipes. Ça demande plus de temps, ça demande plus de travail. Donc, il y a cette réalité-là aussi. Puis, mon espoir, c'est qu'avec le temps, ces redoublements on va les réduire, puis il y aura moins de travail à faire 2 fois. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment mon espoir. Je trouve que une des choses qui se passe de plus en plus dans notre industrie, c'est qu'il y a, comme je disais, des albums et des artistes qui chantent dans des langues autres que le français et l'anglais, qui sont en train de vraiment avoir de la reconnaissance nationale, internationale. Ça, pour moi, c'est comme d'une beauté exquise parce que ça veut dire qu'on est en train d'enlever ces barrières et puis ça devient normal. Oui, et puis aussi, souvent, il y a des membres de l'industrie qui sont très, très avant-garde et qui sont vraiment là aussi à vouloir changer le système. Est-ce que tu penses que Internet et les réseaux sociaux ont aussi accéléré ce changement? Est-ce que c'est peut-être plus facile maintenant pour toi de parler directement à ton public dans la langue que tu veux? Je dirais oui et non, parce que c'est clair que de pouvoir... Tu sais, cette année, j'ai fait des concerts en Amérique latine, j'ai fait des concerts en Europe, sans quitter mon salon. Grâce au virtuel, oui. Oui, et puis certaines de ces rencontres-là n'auraient pas eu lieu sans l'Internet et sans les réseaux sociaux. Donc, d'avoir cette liberté-là, c'est certainement un atout. Par contre, les réseaux sociaux, c'est double tranchant. Pour les artistes, ben, pour moi-même, certainement, et pour beaucoup d'artistes que je côtoie, c'est une lourdeur de devoir transformer son art en contenu. Comment, tout doucement, tu construis ton style? Est-ce que tu savais vers où tu voulais aller? Tu me parlais beaucoup de jazz. Comment c'est venu, ce style-là? Ça, c'était pas nécessairement un choix conscient. J'ai simplement... fait. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai exploré avec ce que j'avais au bout des doigts. Donc, c'est ça, la pédale loop. Et puis, carrément, au début, mes loops, quand je pense à ce que je créais dans ce temps-là, c'est très... Ben, c'est comme tout artiste. On pourrait réécouter, c'est ce que tu avais fait. Peut-être une sélection. Mais, tu sais, j'étais en train de... Je prenais ce que j'avais... Je sais pas, une brosse à cheveux, puis je mettais ça dans ma loupe, puis je faisais du beatmaking avec n'importe quoi. Et puis, oui, c'était drôle, puis là, c'est clair, c'est plus vraiment ce que je fais. Par contre, je me posais pas de questions. Je me posais pas de questions comme dans quel créneau est-ce que ça va tomber. C'est pas comme ça que ça s'est développé. Puis ça a pris quand même quelques années pour que j'arrive vraiment à cette... Parce que aussi... Comment on affine? Ouais, bien... Là, tu sais, je suis consciente du fait que j'ouvre une porte dans un corridor sans fin, mais il y a beaucoup, beaucoup de barrières pour que les femmes et les personnes de genre non conformes se lancent en musique électronique. C'est une énorme barrière à franchir. C'est un sujet auquel tu pensais aussi? Ben, oui, bien sûr. Constamment. Ouais. Ça fait partie de ma réalité quotidienne. Ouais. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps à vraiment me dire « Oh, je suis réalisatrice ». C'est ça que je fais. Je fais du beatmaking. Je me suis pas donné ces titres-là parce que je sentais que j'avais comme pas le droit ou que j'étais pas assez ça pour me nommer ces choses. Et puis, on parlait de reconnaissance, de l'importance de la reconnaissance. L'an passé, j'ai été nommée réalisatrice de l'année avec Mario au Breakout West. J'ai pas de mots pour expliquer ce que ça a voulu dire pour moi. Ça valide des années de travail, de réflexion? Absolument, ça valide. Et puis aussi, ça me donne comme souvent, on se fait remettre en question. Souvent, on nous questionne, on nous sous-estime.
Donc, d'avoir ça, j'ai pas besoin de me défendre. Il n'y a plus de... Voilà, allez voir. Plus de justification encore. Oui, j'ai pas besoin de me défendre dans cette position-là. Puis ça, c'est vraiment... Ça a été très important. Quels sont tes artistes, modèles? Quelles sont tes références? Ben, récemment, je suis rentrée dans un gros kick de Björk. Je l'écoute sans arrêt. Je suis vraiment du genre à rincer mes albums. Si j'aime un album, je vais l'écouter 200 fois. Sans arrêt. Pauvre coloc, pauvres amis, pauvre famille. Puis, ces derniers temps, ces derniers mois, je suis vraiment à fond sur Björk. Je la trouve ça t'inspire très aussi? Inspirante, oui. Ouais. Aussi parce qu'elle travaille aussi dans un monde où elle travaille beaucoup avec le visuel et elle fait beaucoup de choses multidisciplinaires. Puis, je trouve ça tellement cool de voir ça et aussi de voir quelqu'un qui est encore sur sa game. Puis, tu sais, qui a une carrière de décennies. Puis, et c'est toujours d'actualité. Ben, oui, et puis en fait, c'est un vraiment bon rappel. Je pense souvent, on touche à tellement de gros sujets aujourd'hui, mais souvent les artistes, on a l'impression d'avoir une date d'expiration, puis on a comme peur. La jeunesse est tellement valorisée, puis c'est clair que la jeunesse, c'est une partie super inspirante de notre industrie, puis il y a tellement de belles choses qui sortent de cette génération-là. Par contre, je pense que beaucoup d'artistes, on n'est pas prêts à accepter qu'une carrière expire. Puis, parce que c'est pas juste notre carrière, c'est notre vie aussi. Mais qui met cette date d'expiration? Est-ce que c'est l'artiste? Est-ce que c'est le public? C'est l'industrie? Je pense que c'est tous les trois, mais c'est beaucoup... Parce que l'industrie souhaite à se protéger. L'industrie veut investir dans ce qui fonctionne et dans ce qui marche. Puis on revient sur ce sujet, mais aussi on accepte beaucoup moins que les femmes âgées dans les médias et dans ce type de métier. Donc, ça, c'est un gros travail à chavirer cette façon d'approcher les choses. Donc, ça veut dire que ces grandes femmes comme Björk, Erykah Badu, ces personnes qui sont encore comme vraiment branchées et qui sont en train de créer des œuvres exceptionnelles. C'est au-delà de la musique. Oui, et c'est super inspirant. Et bien sûr, de l'autre bord, comme je pense à d'autres artistes, Thom Yorke, grande inspiration de Radiohead, puis de voir ces artistes qui ont une discographie énorme qui fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, je trouve ça vraiment inspirant. Mais de l'autre bord de la médaille, des artistes comme Billie Eilish et puis ces jeunes qui sont en train de tout changer, ça aussi, c'est super inspirant. Tu as remarqué quelle grande différence entre l'Europe et l'Amérique du Nord? Je trouve qu'il y a énormément de différences entre les deux. La culture, si je peux parler spécifiquement de l'industrie musicale, il y a plus, puis là je vais parler de l'Allemagne parce que c'est là où je suis allée le plus souvent, il y a plus une pensée autour de, OK, où est-ce que l'artiste va être hébergé? On va les nourrir. Peut-être que c'est à cause que je viens d'ailleurs. Comme tu sais, on a toujours envie d'accueillir les personnes qui viennent de l'étranger de façon vraiment généreuse, je trouve. J'espère. Mais quand je tournais en Allemagne, tu sais, il y avait le nombre de fois que j'ai mangé de la nourriture faite par comme la famille de la personne qui nous accueillait. Il y avait vraiment un souci pour que tu sois bien. Pour qu'on soit bien. Ouais. Puis la culture est différente ici. Rarement est-ce qu'on va inclure les mets dans le spectacle ou ils laissent tomber les accommodations. Alors, ça veut dire que tout ça est pris en charge souvent de notre côté
au Canada. Puis souvent, c'est pas le cas en Europe. Souvent, ces choses-là vont être prises en charge. Et ça veut dire que ben, on parlait de les choses qui retombent sur nous. Puis ça veut dire que c'est possible ben, j'aime vraiment pouvoir comme ne pas penser à ces choses-là. Puis de découvrir plus profondément l'endroit où les cultures. Mm-hmm. On a beaucoup dit des artistes non essentiels. C'est horrible comme terme pour la littérature, pour la musique. Mais est-ce que du coup, ça a dû obliger à réfléchir autrement sa création et sa musique? Si on peut trouver un seul point positif à la pandémie. Oui, ben, je pense qu'il faut s'y accrocher à ces points positifs parce que, évidemment, ça a été extrêmement dur. J'imagine. Je dirais que les belles retombées, s'il faut en choisir, c'est le fait d'avoir connecté avec des artistes et le public ailleurs. Donc, par exemple, pour moi, ça a voulu dire que cette année, j'ai fait, je pense, comme 6 ou 7 performances en Amérique latine. Puis ça, c'était un marché que j'avais espéré commencer à défricher en 2020. Qui sait quelle année? On sait plus. En 1980. Ça n'existe plus. Yeah, c'est ça. J'avais espéré commencer à travailler dans ce marché-là. Puis ensuite, d'avoir comme fait un premier festival sans avoir à me déplacer, ça voulait dire que là, ensuite, il y en a eu un autre. Là, soudain, j'ai une gérante en Amérique latine. Oui. Maintenant, j'ai du booking. Toutes ces choses-là se sont développées grâce à ça. Puis maintenant, justement, ce matin, j'étais en train d'échanger avec des artistes au Chili où je suis en train de travailler en collaboration avec eux. T'es plus une personne de studio ou de scène? Ça change présentement. Je sens que c'est en train de changer. Au départ, j'ai toujours été une artiste de scène. Puis je pense que peu importe, ça va toujours être pour ces grands moments qui nous marquent. Je pense que la scène va toujours remporter parce que il y a quelque chose pour moi qui se passe quand on est tous au courant dans la salle, que ce soit les musiciens sur scène, que ce soit la personne qui travaille au bar, le public ou toi. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ces moments-là. Puis, il n'y arrive pas chaque soir non plus, mais c'est vraiment quelque chose de... Il n'y a rien de pareil. Puis, je pense pas que je vais aller chercher ça ailleurs que sur scène. Par contre, j'apprécie de plus en plus aussi cet autre côté du métier d'être en studio, puis de rentrer dans l'introspection. Puis processus de création. Exactement. Puis ça, aussi, à mesure que je m'outille et à mesure que je me découvre en tant que réalisatrice aussi, je fais de plus en plus de travail sur la musique des autres. Tu nous as pas dit d'ailleurs si tu prévoyais un nouvel album, un nouveau projet. C'est vrai, ça doit rester encore secret, je sais pas. J'ai évité la question. Je suis surtout dans un beat de... Ce qu'on attend depuis 2019. Oui, mais on s'est tous entendu que l'année 2020 n'a pas existé. C'est vrai que non, right? je ne vois pas de quoi on parle. Mais je suis beaucoup dans le travail de chansons parce que je travaille avec plusieurs différentes personnes en ce moment qui sont tellement variées que ça n'aurait pas nécessairement comme sa place dans une collection homogène. Donc, je m'apprête à partager, une fois qu'on sera de retour après cet été de semi-voyage et de relance. Ouais. J'ai hâte de partager des morceaux plutôt qui me permettent d'aller dans multiples directions. On a parlé des plateformes. Il y avait le CD encore avant, qui existe encore le CD. Est-ce que ça reste un objet important pour toi? Et même un peu plus loin, est-ce que tu te verrais un jour sortir des projets complètement digitaux? Certainement, je me verrais sortir des projets complètement digitaux. C'est la norme de plus en plus. Puis aussi, surtout pour le fait que j'ai l'intention de partager des
morceaux plutôt que des albums complets pour le moment. Et ça, les plateformes sont très bien faites pour ça. Exactement. Et puis on s'entend qu'on ne va pas presser un vinyle pour une chanson. On parle évidemment, on est en train de changer de schéma entre le physique et le digital. Comment tu as vu cette évolution, toi? Bien, pour rendre ça très simple, mon premier EP, Boxcar Lullabies, je l'ai pressé. J'ai pressé le même montant que mon plus récent album. Sans question, mon plus récent album a eu bien plus de succès en termes de reconnaissance, en termes d'envergure. C'est en termes de route que j'ai fait aussi et de la grandeur des spectacles que j'ai joués. Ça se compare même pas que Nos repères, mon plus récent album, est un plus grand album que mon premier EP. J'ai presque plus du premier EP. En physique toujours? En physique. Ouais. Et puis, il m'en reste quand même pas mal de Nos repères. C'est ça. Et puis, oui, ça se peut que ça soit dû à la pandémie, certainement, parce que ça a coupé le cycle d'album. C'est drôle parce que pourtant, il ne s'est pas passé des siècles entre tes deux projets. Non, mais c'était assez parce que je me souviens quand j'ai sorti mon premier EP, j'ai même pas mis le pied sur les plateformes streaming. Ah oui? Alors, c'était comme dans les dernières années, c'était 2015. C'était il n'y a pas si longtemps, pourtant. Non, mais c'est dans ces années-là que ça a changé. Ça s'est accéléré à ce moment-là? Vraiment, C'est quoi la vie des artistes sur les plateformes qui ne sont pas... quand t'es pas Beyoncé, quand t'es pas Jay-Z, quand t'es pas Lady Gaga, c'est quoi la vie de ces artistes-là? Est-ce qu'ils sont noyés dans la masse? Est-ce qu'ils arrivent à récupérer un petit peu quand même de revenus? Est-ce qu'à la fois ils sont mis en avant de temps en temps par la plateforme? Ben, les revenus sont très minces, certainement. Puis il a fallu, comme pour que je vois un certain montant, il a fallu que je rentre dans les il faut faire des milliers de millions de streams. Puis c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à faire un montant d'argent qui est équivalent à un cachet de spectacle. Pour donner l'idée. Alors, et ça, c'est après avoir eu quand même j'ai eu quand même quelques breaks sur certaines playlists qui ont fait que mes chansons ont tourné beaucoup sur les plateformes. Donc, je m'imagine, si je pense à quand j'étais au tout début, mon premier EP, ce que ça aurait voulu dire, est-ce que j'aurais fait quoi que ce soit ça aurait pu être hyper décourageant, en fait, absolument. À cette époque-là. Oui, absolument. Puis aussi, je pense... mais il y a aussi l'autre bord de la médaille où peut-être qu'une chanson aurait pogné, puis là, peut-être que ça aurait changé la trajectoire de mon travail. Mais c'est là où est le problème, à mon avis, parce que c'est comme une loterie. Et on enlève... Déjà, une des choses que je trouve... Une des choses contre laquelle je dois me battre en tant qu'artiste, c'est cette façon de penser où on attend notre big break. On attend cette montée. Mais en fait, ce que moi je souhaite, c'est de pouvoir vivre en tant qu'artiste. Et j'ai pas besoin que ça soit... J'ai pas besoin que 100 000 personnes viennent me voir en spectacle. Ouais, je te le souhaite. Ça serait très cool. Bien sûr. Je suis pas en train de dire ça serait très cool. Par contre, c'est aussi très cool d'être une artiste qui se sent, qui est fière de son travail, qui trouve son public et qui œuvre dans son métier. Et ça aussi, c'est très cool. C'est important quand même de critiquer ce système quand il y a des faiblesses, des manques, mais c'est important d'y être aussi. Oui, puis ça, c'est en fait, je pense que ça, c'est la relation difficile pour les artistes, c'est qu'on aimerait être dans une relation réciproque, mais là, on est dans une relation de sens unique. De sens unique et de déballement de pouvoir aussi, où on se sent, où on n'a pas le choix. Puis on n'a pas... Parce qu'on ne peut pas, en tant que... Oui, les grands artistes, les grands artistes peuvent se permettre. Ils peuvent dire... Tu sais, Taylor Swift, elle peut dire «
j'enlève ma musique de ces plateformes. Elle peut faire ça. Mais un artiste qui débute, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Rihanna, pour la suite? Ah ben, c'était vraiment un plaisir de discuter. Puis je souhaite qu'on ait la chance de parler à nouveau dans une industrie qui a repris la vie. Les murs pleins de l'appartement temporairement